Bravo à l'APSER. On va pouvoir ouvrir avec la première conférence du matin qui sera assurée par Madame Ividore. Ividore est docteure en psychologie, psychologue clinicienne. Elle enseigne à l'Université de Bordeaux et elle est membre du comité de rédaction du Journal des psychologues. Elle a été sollicitée sur la question du Tetris des parentalités ou comment questionner les nouvelles identités familiales composées de une, pour interroger la construction des parentalités quand sa propre histoire peut venir infléchir, parfois inquiéter, la construction de la parentalité. Il sera question d'interculturalité également. Madame Ividore, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va mettre le PowerPoint. Alors, je voulais juste dire que mon prénom s'écrit I en premier. Je suis désolée, mais c'est vrai que mes parents ont choisi un prénom un peu étrange. Je pourrais vous raconter l'histoire, mais là, je crois que je n'aurai pas le temps, mais on en parlera en aparté. Ah, super. Les Tetris de la parentalité, je suis très heureuse d'être à mon premier KNAO-EMO. J'ai l'impression que quand on vient une fois, on a envie de revenir plusieurs fois. Donc là, c'est mon premier. Je suis ravie. Je voudrais remercier Cécile Landou et Isabelle Luxoro. Isabelle, j'ai écorché, j'avais dit que j'allais écorcher et je l'ai fait. Je suis désolée. Pour les échanges que nous avons eus ensemble pour construire cette présentation. Jérémy Mondarelli a dit des choses qui sont vraiment très intéressantes pour moi et qui font vraiment écho à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire la question du contexte pour penser les familles qu'on accompagne, et puis la question des différents modèles de familles qui ont leur place, et puis le fait qu'on soit dans une ère ou dans une période où il faut absolument qu'on puisse se décaler pour penser ces nouvelles formes de famille qui ne peuvent pas rentrer dans une norme qui pourrait être celle de la famille traditionnelle, ce que Lacan appelait les PME, père, mère, enfant. Je ne sais pas vers où je dois... j'ai l'impression que ça ne marche pas, mon... Bon, vous me faites pas un gag la première fois que j'interviens quand même, c'est pas cool. On va essayer de... Quelqu'un peut nous aider? Ça a marché? Ah, ben voilà, ça y est. Alors, c'est où la direction? C'est là-haut, c'est pour le ciel. On va vers le ciel. Alors, les familles de... Oh, mince! Merci. Bon, merci beaucoup, au revoir. Donc, les familles d'aujourd'hui, les parentalités contemporaines. Alors, il y a une phrase de Salvatore D'Amore dans un livre collectif dans lequel j'ai participé qui s'appelle « Les défis des familles d'aujourd'hui », qui est une phrase qui me semble très intéressante, qui est celle de « La famille est le lieu où nous vivons ». Déjà beaucoup à réfléchir, hein, on en parlera peut-être au moment des discussions, mais si on part du principe que la famille est le lieu où nous vivons, parce qu'on parle les langues qu'on nous parle, parce qu'on est inscrit dans un script relationnel avant même de naître et qu'on va être inspiré par ce script relationnel pour la manière qu'on aura d'établir nos relations avec les autres, et puis les familles qui ne cessent pas d'évoluer, alors on a affaire à des personnes qui sont inscrites dans une histoire et inscrites dans une modalité relationnelle qu'il faudrait pouvoir faire évoluer. Siggi Hirsch dit on n'est pas amoureux d'une personne, mais du style ou du type de relation qu'on peut établir avec elle. Bon, je ne veux pas causer des divorces tout de suite,
Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose à réfléchir. Et puis, cette idée de la famille, c'est le lieu où nous vivons, nous sommes inspirés des scripts relationnels que nous connaissons, c'est quelque chose qui pourrait nous effrayer, nous, parce qu'on se dit, mais alors, c'est déterminé comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce déterminisme? Pas du tout. C'est quand même un processus dynamique, et les rencontres qu'on fait, c'est-à-dire tout compte, hein, le mauvais compte, mais le bon compte aussi. C'est-à-dire que les rencontres qu'on fait peuvent nous faire évoluer sur ce script relationnel, et c'est sur ça qu'on travaille, nous tous. Hein. On travaille sur l'espérance, l'espoir que justement on puisse faire évoluer des scripts relationnels. Mais les jeunes qui nous accompagnons, ils sont assez au clair sur le fait que ces scripts dans lesquels ils ont été dès le départ viennent les influencer. Et puis un petit jeune qui s'appelle Pierre racontait à la psychologue qui l'accompagne dans la MEX où il est placé, il a 17 ans et on commence à travailler avec lui des questions autour de son orientation et puis peut-être la fin de l'accompagnement d'Amex, comment on peut travailler avec lui ces derniers mois de placement. Et ce garçon, comme par hasard, se met à avoir des actes violents, des actes agressifs. On ne dit pas qu'il était doux comme un agneau, mais là, les collègues, ils notent plus d'agressivité, plus de violence de sa part. Et il dira à la psychologue, je suis comme mon père, dans ma famille, il n'y a que de la violence. Ce garçon a été placé très tôt, il a fait quelques familles d'accueil et puis il est à la MEX depuis quelques années pour violence intrafamiliale très importante, violence conjugale, mais aussi violence faite aux enfants. Et on en parlait avec la psychologue et je disais qu'on peut ne pas être d'accord avec ça. On peut lui dire que c'est vrai, qu'il vient d'une famille où il y a beaucoup de violence, il a vécu de la violence, mais le fait qu'il puisse le dire, qu'il puisse le nommer et qu'il puisse dire ça c'est de la violence, il met ça déjà dans la catégorie des choses qu'on n'aime pas trop. C'est pas la même chose de dire c'est comme ça, j'ai été élevé comme ça et je ferai comme ça avec mes enfants. C'est très différent de dire j'ai eu un père qui a été violent avec moi, j'ai été violenté par mes parents et maintenant je deviens violent. Et ça m'embête puisque j'accepte de venir parler avec la psychologue. Donc je me dis que c'est important qu'on puisse s'appuyer sur le fait que combien même les scripts peuvent venir s'imposer et quelquefois se reproduire, quand on est face aux personnes qu'on accompagne, on a quand même une chance de faire ouvrir une porte. La diversité des familles, elle se décline de différentes manières dans la relation du couple, dans les rapports de fratrie. Maintenant, il y a des frères et sœurs, certes, il y a des demi-frères et demi-sœurs, ça c'est pas non plus une grande surprise, mais il y a aussi les quasi-frères et sœurs, il y a aussi comment les fratries se réorganisent avec la recomposition familiale et un enfant qui était aîné dans sa fratrie, dans la fratrie recomposée, devient peut-être le second ou le cadet. Les types de familles, elles évoluent selon l'époque, et ça c'est très important, c'est-à-dire que les familles, elles s'inscrivent toujours dans un temps, et là aussi, la question de la contextualisation, les familles, elles évoluent dans un contexte dans lequel elles vont pouvoir créer, inventer le fonctionnement, la structure, et puis aussi, j'ai envie de dire, l'exercice de la parentalité, qui n'est pas du tout le même entre il y a 50 ans et aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'était pour vous, mais mon père me regardait et je comprenais que je devais descendre mes pieds du canapé. Moi, je parle à mes enfants, descends les pieds du canapé parce que je peux regarder, ça ne marche pas. Le regard ne suffit pas. Et donc, je dis, descends les pieds du canapé, s'il te plaît. Et en face de moi, il y a l'autre qui me dit, pourquoi ? Là, c'était déjà trop de questions. À mon époque, c'était pas possible. C'était un regard. Et puis, un jour, j'essayais de braver. On avait des invités. J'avais les pieds sur le canapé. Mon père m'a regardé. J'ai compris, hein. Mais j'ai voulu braver quand même. Je dis, ah non, c'est devant tout le monde. Rien ne peut m'arriver, là. Il n'était pas violent, mais il avait une autorité très autoritaire. Et puis, donc, je descends pas mes pieds, il ne dit rien, les amis s'en vont, il me dit, je t'ai regardé. Je dis, oui, oui. Tu sais pourquoi ? Oui, oui. Donc, plus jamais ça. La prochaine fois, je te regarde, tu comprends, tu descends tes pieds du canapé.
C'était réglé l'histoire. La première modalité ou type de famille dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, on va dire que sont les familles venues d'ailleurs. Alors, je vais utiliser le terme migration, migrants, exilés, de manière indifférenciée, même si sur le plan administratif, on n'est pas dans la même chose, mais sur le plan psychique, émotionnel, affectif, je pense que ces différents contextes se rencontrent. Et donc là aussi, on pourra approfondir, si vous voulez, dans un autre temps. Ces familles venues d'ailleurs, c'est des familles qui sont présentes depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que ce n'est pas des nouvelles familles, ce n'est pas des nouvelles manières de faire famille. Sauf que maintenant, on les regarde avec une attention particulière, quelquefois une attention particulière positive et quelquefois une attention particulière stigmatisante. Mais nous sommes tous, nous, inscrits dans une modalité psychique qui implique au moins 5 pulsions, qui sont la pulsion de vie, la pulsion de mort, la pulsion sexuelle, la pulsion scopique, qui est la pulsion du regard, et la pulsion viatorique, qui est la pulsion du voyage, ce qui nous amène à une curiosité de l'autre, au-delà des frontières, une curiosité pour la culture de l'autre et sa différence. Donc, dans un contexte de migration, les parents vont perdre un peu leur assise, le changement de pays, le changement de contexte. C'est aussi, implique aussi que le parent soit le seul ou parmi les seuls, pas nombreux, responsables de la transmission culturelle. Bien sûr que migrer, c'est un processus de changement, c'est un processus qui vient nous interpeller, qui vient nous solliciter, qui vient nous convoquer de manière très intime sur nos valeurs, nos certitudes, mais devenir parents aussi. Ceux qui ont l'expérience de la parentalité, Jean-Claude Métro, dans un livre qui raconte d'autres formes de migration, les migrations qui nous vivons, nous tous, sans forcément qu'on se déplace d'un pays à un autre, sans qu'on aille d'un continent à un autre. La parentalité est une migration dans un territoire relationnel nouveau, dans un territoire où on nous demande quelque chose qui est nouveau pour nous, c'est une nouvelle aventure qui est celle de prendre la responsabilité d'un autre, prendre soin d'un autre, savoir consoler un autre, l'éduquer, l'élever, etc. Et on voit bien comment on évolue dans cette logique-là. Entre avant d'être parent et après, il y a des choses qui se passent pour nous sur déjà nos certitudes. Avant d'avoir des enfants, on a beaucoup de certitudes sur, là non, jamais un enfant va pleurer à la caisse pour demander du bonbon. Non, jamais j'accepterai qu'un enfant dorme dans mon lit. Non, jamais je n'accepterai qu'il ait la sucette. Et puis, la bête arrive. Et là, c'est pas tout à fait la même. C'est une bonne chose, cette souplesse. C'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans mon truc? Il y a un petit truc qui a sauté dans mon... Alors, bien sûr que être parent en exil amplifie cet aspect de fragilisation, de perméabilité et de doute. Et là, on observe quand on accompagne des familles qui ont eu des enfants au pays et qui se retrouvent à avoir des enfants dans le pays d'accueil, on voit bien comment elles sont beaucoup plus insécurisées sur la manière d'être parents parce qu'elles sont dans un processus aussi d'interculturation. Et les doutes sont naturels dans ce processus-là. C'est-à-dire que dans mon pays, on faisait d'une manière et ici, on fait d'une autre manière. Dans mon pays, j'avais un support qui était sans doute parmi les 4 S de la parentalité dont je vous parle et que j'ai travaillé avec Gilbert Prégnot dans un livre qui s'appelle « Mobilité, migration ». L'idée du soutien, le soutien, c'est ça en fait, c'est le tissu relationnel dans lequel on est inscrit, dans lequel on s'inscrit, dans lequel cette parentalité s'inscrit. Et dans les contextes migratoires, ce tissu, il est plus rarifié et quelquefois, ce tissu, il est fait presque exclusivement de professionnels. Vous savez que
le nombre de dépressions du postpartum est très important chez les femmes venues d'ailleurs par rapport aux femmes autochtones. Actuellement, c'est Marie-Rose Moreau qui a publié ça dans un livre et Claire Mestre aussi, une recherche sur les dépressions du postpartum. Et elles vont dire que les dépressions du postpartum chez les femmes autochtones, c'est entre 8 et 15%, et chez les femmes venues d'ailleurs, entre 38 et 50% des cas. C'est gigantesque, hein? Donc c'est difficile d'investir en enfant, de rentrer dans ce rôle de parent quand on est déprimé et qu'on n'est pas entouré. C'est pas que le fait d'être désarrimé qui fait ça. Hein. Y a les migrations traumatiques, plein de choses qui amènent à cette dépression du postpartum. La grossesse, est-ce que c'est une grossesse désirée? Est-ce que c'est justement le fruit d'un viol? Enfin, toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a quelque chose d'une fragilisation pour ces parents-là. Et quand on pense aux 4 S de la parentalité, on va dire que c'est vrai pour tous les parents, mais pour les parents venus d'ailleurs, c'est peut-être encore un peu plus touchy. Donc, soutien, sécurité, souplesse, sagesse, ces 4 S, ils sont un lien entre eux. Le premier, soutien, dont je vous ai parlé. Le deuxième, sécurité, la sécurité qui vient aussi de ce soutien, mais qui est sécurité psychique, relationnelle, physique, hein, sécurité liée à l'habitat, sécurité liée au fait de se savoir dans le droit de rester ici, par exemple. La souplesse, qui est le rempart qui fournit protection contre l'escalade symétrique, contre la violence faite aux enfants, mais aussi contre les tensions interculturelles. Par exemple, je pense à une dame qui disait de la Maison d'Ella, je fais le lundi matin à Bordeaux, j'ai fait la supervision de la Maison d'Ella, la supervision pas du tout. Je fais un groupe de parole avec des femmes venues d'ailleurs à la Maison d'Ella. Et dans ce groupe, il y a une dame qui a accouché il n'y a pas très longtemps, d'une petite fille super mignonne. Et cette dame dit, voilà, elle raconte comment c'était à la maternité et tout. Et elle dit, voilà, quand on était à la maternité, elle prenait des bains comme des bains à la française, quoi. Et j'ai dit, comment c'est les bains à la française? Elle dit, mais l'eau est froide. Ah, l'eau est froide? Ah oui, l'eau, voilà, il y a un thermomètre, il y a tout un truc pour calculer l'eau, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Nous, en Afrique, on chauffe l'eau, le bébé prend un bain avec de l'eau chaude, et puis après, il a son massage, et le massage, quand même, ferme. Hein. Enfin, c'est le massage, c'est pas la petite caresse, hein. C'est le massage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des massages africains sur les bébés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va lui arriver, la bête? Et donc, elle nous dit, bah oui, parce que moi, je lui ai parlé. Hein. Je lui ai dit, bon, là, tu vas faire des bains comme ici, mais quand on sera à la maison toutes les deux, je vais te faire un bain, tu vas voir ce que ça va être, et puis tu veux te masser. Et elle nous montre des photos de sa fille après le massage, après le bain, qui est un tout petit bébé. Totalement abandonné, largué, quoi. Et elle dit, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est de l'interculturation. Et je dis, mais pourquoi vous n'avez pas pu faire ça à la maternité? Elle dit, mais si je faisais ça, elle placerait l'enfant. Oui, peut-être. Donc ça, c'est la négociation de l'interculturation, vous voyez. Et puis la sagesse, qui est la sagesse du parent, qui est le Graal. Hein. La sagesse, c'est le Graal pour les parents. C'est vraiment cette idée de l'apaisement. C'est vraiment cette idée qu'on va pouvoir hiérarchiser les choses. Est-ce que c'est vraiment hyper important qu'il n'ait pas mangé les carottes là? Est-ce que c'est vraiment très significatif qu'il ait pas fait sa sieste alors qu'on était dans un déjeuner avec des amis et qu'il ait profité de la vie sociale, etc. Donc on va hiérarchiser les choses quand on est dans cette sagesse-là. Tout n'a pas le même niveau d'importance, tout n'a pas la même urgence. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait avec le soutien de l'autre, avec l'aide de l'autre qui va nous aider à nous assouplir. Qui l'autre peut être le compagnon ou la compagne, quand il n'y a pas, c'est plus difficile. L'autre peut être le cercle familial, amical. En tout cas, cette sagesse, elle est vraiment difficilement atteignable quand on est dans l'isolement, dans la clandestinité, dans la détresse. Oh là là!
Alors, je voulais vous dire un mot, parce que l'idée, c'est qu'on ne va pas parler de 40 000 types de familles, on va parler de 4, mais je voudrais vous dire un petit mot clinique, des expériences cliniques sur ce type de famille, pour donner aussi des billes à la réflexion. Je pense à une dame, là aussi on a parlé de cette situation, j'ai parlé de cette situation dans le livre Mobilité-Migration. D'ailleurs, je serai là, si vous souhaitez, il y a quelques livres que j'ai écrits ou que j'ai coécrits, que j'ai coordonnés, qui sont ici, et j'aurai la possibilité, si vous le souhaitez, au moment des pauses, notamment aussi de la pause déjeuner, de signer pour vous, si vous le souhaitez. Alors, cette dame, c'est une situation de CADA. Je fais beaucoup de supervision de CADA à Bordeaux. Et c'est une éducatrice qui parle de cette dame, qu'elle accompagne dans une consultation à la PMI. Donc, cette dame, si vous voyez le génogramme, donc c'est une femme qui est mariée, qui a eu 2 enfants en Syrie. Ils ont migré en 2018. Un premier enfant qui est né en France dans un squat. Ils sont restés plus de 2 ans en squat. Et puis un deuxième enfant qui est né dans un logement adapté, on va dire. Elle est partie dans ce logement quand elle était enceinte. Donc on a trouvé ce logement pour elle. Enfin, l'équipe éducative, on a trouvé l'équipe éducative qui l'accompagnait, l'a mise dans ce logement. Et dans cette consultation, il va avoir une question autour de l'allaitement, parce que cette dame, elle allaite ses enfants, donc les 3 premiers, elle les a allaités comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient propres. Sa règle de sécurité de l'allaitement, c'est jusqu'à ce qu'il soit propre. Ce n'est pas un allaitement exclusif, bien entendu, parce qu'elle donne de la nourriture aux enfants. Les enfants mangent comme les autres enfants. Son enfant là, de Talal, qu'on a appelé Talal, hein, bien sûr, tout ça est anonymisé. Mange comme les autres, mais il a du lait. Bon. Alors, dans ces questions migratoires, je pense que le défi pour nous, professionnels, c'est accompagner les parents à faire plus de continuité. Les accompagner dans cette continuité autour de la parentalité qu'ils ont pu vivre en tant que parents, mais aussi en tant qu'enfants, et ce qui va être présent par les, on va dire, capillarités de l'interculturation, ce qui va être possible, acceptable, proposé par la société d'accueil. Et ça, c'est vraiment un processus de dialogue, hein, de négociation qui passe par ouverture, fermeture, rigidité, souplesse. Enfin, c'est pas un truc linéaire. On ne peut pas arriver avec l'idée que ce qu'on dira sur la parentalité est parole d'évangile. Il y a peut-être la sexualité, mais l'éducation fait partie des éléments peut-être les plus marqués sur le plan culturel. Alors, pas forcément de la culture avec un grand C, mais de la culture familiale, de la culture avec un petit c. Et c'est cette chose-là qui va inscrire l'enfant dans la famille. Les parents venus d'ailleurs, ils ont moins peut-être l'occasion de s'entendre dire dès l'arrivée de leur enfant, il a le nez de son grand-père, il a les oreilles de la grand-mère, il a le nez, enfin, même si ce n'est pas toujours un atout, hein, mais... Voilà, il a les yeux de machin, il a le menton de bidule. Enfin, c'est dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce Tetris? Mais même si les situations actuelles avec les techniques d'information et de communication ont changé ça aussi. Les familles, elles se retrouvent ici et là-bas. Hein. Et on a réussi par les différents moyens de communication à régler la question physique de l'ubiquité. On peut être ici et là-bas. Vous savez, l'ubiquité, c'est ce phénomène impossible d'être à 2 endroits au même moment. Mais maintenant, les familles, beaucoup de familles que je rencontre, elles ont le téléphone ou la tablette toute la journée avec le pays. Je ne sais pas si vous voyez ça. Hein? Alors, j'ai écrit un article en italien et je disais ça. Et mes collègues italiens de la revue où je voulais publier ont dit « Mais est-ce que ces personnes ont des téléphones ?» Elles ont 2 ou 3. Oui, les personnes venues d'ailleurs ont des téléphones. Et leur famille là-bas aussi. Donc, la question qui va se poser là va être autour de l'allaitement, avec le risque de disqualification, parce que donc, lors de cette rencontre avec la PMI,
Le médecin lui dit, mais ce bébé est trop collé à vous. Cette dame demande à l'éducatrice de l'accompagner à la PMI. Elle n'avait pas fait beaucoup de consultations PMI pour ses enfants. Hein. Les premiers sont nés en Syrie et puis là, l'autre, il était en squat. Et là, c'est les consultations PMI. Tant qu'il était bébé, il était dans ses bras, c'était OK. Et puis, à 14 mois ou 12 mois, quand il est encore dans les bras de sa maman, le médecin dit « Ah, il est trop collé, ça va pas ». Et donc, le médecin pose quelques questions qui embarrassent pas mal la maman, qui est « Où est-ce qu'il dort, cet enfant ?» Et donc, commence là quelque chose d'une forme de suspicion pour elle, je pense. Donc, elle dit « Dans un lit tout seul ». Donc, l'allaitement, le lit, tout ça. Et puis, le médecin va dire où est-ce qu'il a des jouets. Et donc, cette dame montre une photo très, très fière de sa photo, de son petit bébé assis sur un tapis avec plein de peluches autour de lui. Le médecin lui dit, mais ce n'est pas les jouets adaptés. Les jouets pour un enfant de cet âge-là, c'est des jouets en bois, etc. La question qui m'interpelle, c'est pas s'il a raison, qu'il n'a pas raison, c'est pas là la question. Hein. C'est plutôt comment on va accompagner cette dame à cette négociation. Parce que si on la braque, on va se retrouver face à un parent fuyant et un parent qui nous échappe. Hein. C'est-à-dire que si on veut avoir les bonnes réponses, on aura les bonnes réponses. Elle était sans doute très déçue parce que peut-être pour elle, la photo du bébé entouré de peluches était la bonne réponse. Donc on voit les efforts d'acculturation ou les efforts en tout cas d'interculturation du parent, parce que j'imagine que le petit qui était en squat, il était peut-être en difficulté à avoir tous ses jouets. Elle était sans doute très fière de montrer ça là. Et puis, on est quelquefois dans l'idée d'une bonne maternité, d'une bonne mère, d'une bonne nourriture, des bons jouets, des bonnes conduites, et on impose une forme de discontinuité, de rupture, et on ne tisse pas avec le savoir-faire et le savoir-être du parent. Et ça risque de freiner le travail. Il faut composer avec les loyautés. Notre mission en tant que professionnels, et Zohra Gueraoui le dit dans ses différents travaux, il y a trois bases éthiques par rapport au travail avec les personnes venues d'ailleurs. La première, c'est l'idée qu'il n'y a pas de supériorité ou infériorité des cultures. La deuxième, c'est qu'il y a une conviction que la rencontre interculturelle apporte des connaissances et enrichissements aux deux protagonistes, aux nombreux protagonistes. Ce n'est pas qu'à la famille qu'on va apprendre des choses, et de la langue, et de comment faire avec les enfants. On va aussi apprendre d'eux ce qu'ils font eux. Et l'importance de reconnaître l'autre dans son autre altérité, dans sa différence, qui n'est pas forcément une différence qui doit changer. Les parents désarrimés sont des parents qui ont du mal à jouer leur rôle de guide et d'accompagnateur et de passeur pour leur propre enfant. Deuxième type de famille dont je voulais vous parler, c'est les familles recomposées. Alors, entre composition, séparation et récomposition, Sébastien Dupont, qui a écrit plusieurs livres sur le cycle de vie des familles, va utiliser le terme décomposition. C'est vrai que sur le plan technique, on va dire, il y a une famille qui se compose et puis une qui se décompose, une qui se recompose. J'aime pas trop en fait l'idée de la décomposition. Je préfère dire séparation. Mais voilà, il y a cette logique-là dans le terme composition, recomposition. Il y a aussi à un moment donné une décomposition. Un tiers des enfants en France ont des parents séparés. Un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. Donc je vois que ça a sauté un peu, hein, le PowerPoint. La recomposition familiale, elle est possible que s'il y a une séparation à un moment donné. Et ça, c'est très important. On ne peut pas, là aussi, c'est une histoire de frontières. On ne peut pas travailler sur ce qui se passe avec une famille recomposée si on ne travaille pas comment ça s'est terminé, la famille d'avant. On voit bien que dans certaines familles, les parents sont séparés, mais ils ne se sont pas quittés. 10 ans de JAF et de JE, non ?
Donc, comment on ne peut pas passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner la page. C'est vraiment un peu dans le même écho de la question de la migration. On ne peut pas faire tourner la page comme ça et on doit traiter cette fin. On doit essayer de travailler cette fin avec les parents parce que ça va influencer directement les relations que l'enfant va établir avec son beau-parent, mais aussi la façon dont le couple va fonctionner parce que quelquefois, on attend de ce couple nouveau des choses très excessives, c'est-à-dire on va être très exigeant. Et même quelquefois, j'ai l'impression qu'on présente à ce couple d'aujourd'hui l'ardoise du couple d'avant. Ça, je ne supporte plus. Ça, plus jamais. Ah oui, mais l'autre, il ne savait pas, quoi. Donc, c'est très intéressant de penser les choses sur le point, comme dit Serge Effès, il faut réinventer des nouveaux liens, mais on ne peut pas, à mon sens, réinventer des nouveaux liens si on n'a pas un peu travaillé sur les premiers liens. Dans un livre très intéressant, Serge Maury, qui parle des familles recomposées, il va dire qu'il y a 3 dénominateurs communs des familles recomposées, qui sont la valeur de la famille, le besoin d'amour et une forte culpabilité. Je trouve ça très intéressant qu'on se dise, voilà, la forte culpabilité, hein, le couple d'avant, le fait d'imposer à son enfant une séparation. Et puis la valeur famille, je trouve qu'elle est basée sur cette note d'espoir qu'on retrouve dans les familles recomposées, c'est-à-dire que malgré l'échec, entre guillemets, de la famille première, de la famille d'avant, ils sont quand même dans l'idée que ça peut fonctionner et que ça peut marcher. Donc ces différentes familles recomposées, ça veut dire différentes constellations, ça veut dire différentes configurations. J'ai un père qui disait, j'avais fait une conférence à la maison des adolescents à Bordeaux et un papa disait, oui, mais ça dépend de la config. Bon, mais moi je suis brésilienne, donc il y a des choses quelquefois que je ne comprends pas. Je mets sur le dos de ma brésilianitude quelquefois ma limitation un peu intellectuelle sans doute. Je suis brésilienne, je ne comprends pas. Et la config, c'est la configuration dans laquelle l'enfant se trouve, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver dans différentes configurations. On est d'accord? Il y a plusieurs duos de coparentalité qui interviennent là. Le duo des parents séparés, c'est quand même un duo de coparentalité, même si elle a une coparentalité dysfonctionnelle. Le duo parent avec, on va dire, si on pense à un couple hétérosexuel, le père avec sa nouvelle compagne. Si on pense à un couple homosexuel du côté de la mère avec sa nouvelle compagne. Donc l'enfant a affaire au moins avec 3 configs pour ce qui concerne le couple. Mais les configs du familial, c'est il y a des enfants qui sont en garde alternée, il y en a quelquefois on est 5, d'autres fois on est 3, d'autres fois on est 2, d'autres fois on est 7. Enfin, l'enfant doit passer de tout ça comme ça. Hein. Et donc, c'est très important qu'on soit dans une logique d'anticipation, communication, adaptation. Et puis, j'ajouterais dans une logique de prudence, de gradualité, tout doux les gars, de gradualité et de circonspection qui veut dire quand même une attitude de prudence face à ce qui va se passer. Et quelquefois, on est pressé. Oh là là, ça a tout sauté là. Alors, les beaux-parents, le titre c'était « Les beaux-parents, personnes ressources, adultes étayants et pas parents de substitution ». Moi, je suis en train d'écrire un livre sur les beaux-parents actuellement. Depuis un petit moment, je m'attaque à la question. Alors, vous savez qu'il y a une particularité française qui est on dit beaux-parents pour les parents du conjoint et pour les conjoints du parent. Je ne connais pas une autre langue où on utilise le même terme pour désigner ces personnes. Peut-être ça veut dire étranger. Cherchez les langues. Hein. Si vous trouvez, vous me dites. Mais moi, à chaque fois que je rencontre mes collègues venus d'ailleurs, étrangers ou dans des congrès internationaux, je dis comment on dit beaux-parents dans ta langue? Et ils doivent se dire que je suis un peu bizarre, mais c'est vraiment ma petite recherche à moi sur quel est le terme qu'on utilise. Alors, pour la rencontre, avec le beau-parent, je pense qu'il faut prendre le temps et que quelquefois, on est dans une forme d'asymétrie affective
et temporelle entre le parent qui est très amoureux et qui a très envie de vivre une histoire d'amour, qui a très envie de présenter son enfant à son nouveau compagnon, et un enfant qui est endeuillé. Et ça, c'est quelquefois difficile parce que les parents, ils ont pu vivre des choses dures dans le couple d'avant, mais les ralentir dans cet élan-là, c'est pas toujours simple pour eux, mais je pense que ça vaut un petit peu le coup quand même. Il y a 800 000 beaux-parents qui vivent avec l'enfant de leur conjoint en France. C'est beaucoup, hein? Je pense que avec les familles recomposées, c'est intéressant aussi qu'on s'occupe de la topoanalyse. Alors, la topoanalyse, c'est l'idée de l'analyse des lieux, l'analyse des espaces. J'ai écrit un livre là récemment sur le couple qui s'appelle « Le couple est un lieu » où j'aborde cette question de la topoanalyse des espaces relationnels et des lieux physiques. Je trouve que c'est très important aussi dans la famille recomposée parce que c'est une question de distribution et de redistribution d'espaces relationnels mais aussi d'espaces physiques. Et donc, je vais souvent poser la question de comment se distribuent les espaces. Comment se distribuent les espaces et comment se distribuent les temps, les espaces-temps de la relation. Et ça fait un vrai rappel symbolique sur la place qu'on accorde aux uns et aux autres. Je trouve aussi qu'on doit, et je le dis très souvent, qu'on doit faire une vraie règle de 3 quand on s'adresse à son conjoint en parlant de son enfant. Parce que nos enfants font partie de nos intouchables. C'est-à-dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez au sujet de votre enfant. Il est embêtant, vous pouvez même dire qu'il est chiant. Il est embêtant, il est comme ça, il me fait ci, oh là là, il m'appelle 10 fois, oh là là, il n'arrête pas de se disputer avec son frère, oh là là, que c'est pénible, non, non, non. Votre meilleur ami, qui était avec vous au collège, qui vous aimait, c'est votre meilleur ami, c'est comme votre sœur. Elle dit, mais c'est vrai que ton enfant, il est pénible. C'est mort. On ne touche pas mon enfant. Il y a 3 intouchables pour moi dans la vie, c'est nos enfants, nos parents et notre patrie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, quelqu'un de votre pays, parce que la France aussi, parce que le français machin, parce que la France... S'il y a quelqu'un d'autre qui n'est ni français, dit « mais oui, c'est vrai, la France quand même », ça vous crispe. Peut-être que vous dites rien, mais il y a un petit truc qui vient vous toucher. Et donc, pour moi, je dis souvent aux parents de familles recomposées, il y a une règle de 3. Vous ne pouvez dire une critique au sujet de l'enfant de votre compagnon ou de votre compagne que si vous avez 3 choses positives à dire au sujet de cet enfant. Si vous n'avez pas les 3 choses positives, ne dites pas la chose négative. Trouvez les 3 choses positives qu'il y a chez cet enfant. Et l'autre question pour moi, c'est sur le plan éducatif, je pense que les beaux-parents doivent rester au seuil de la porte. Alors vous allez tous sauter au plafond. Qu'est-ce que vous dites? Non, je pense vraiment ça. Ce n'est pas une posture attentiste, c'est une posture dynamique dans laquelle on ne va pas se plonger tout de suite dans les rôles ingrats de l'éducation d'un enfant. Pourquoi il faut qu'il mange des carottes? Vous avez un truc avec la nourriture, moi. Je ne vous dis pas mon histoire. C'était dur. Ma grande liberté, c'est quand j'ai pu manger que ce que je voulais. Et donc, non mais, je dis ça en rigolant, c'était vrai quand même, mais pour les enfants, je trouve ça très significatif quand je rencontre des parents, quelquefois en consultation individuelle, parce qu'ils souffrent de la relation qu'ils ont avec l'enfant du conjoint. On doit quand même se dire entre nous que les relations entre beaux-parents et beaux-enfants sont, à mon sens, la clé des familles recomposées. La clé qui ferme ou la clé qui ouvre. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, je me dis, pourquoi on se plonge dans un truc éducatif, dans une autorité qui doit arriver comme ça, parce que c'est comme ça qu'on élève les enfants, à des enfants qui ne nous connaissent pas. Vous vous amusez pas à aller chez des amis et dire, ben là maintenant tu manges des carottes, toi va ranger ta chambre, tu n'as pas vidé de la vaisselle. Il faut un temps
d'affiliation, de sécurité. L'autorité d'aujourd'hui, c'est une autorité qui n'est plus basée sur le fait « je suis un adulte et j'ai de l'autorité ». C'est « je suis un adulte, cet enfant a confiance en moi, il a appris que je suis fiable et là, je peux lui demander ce que je veux, dans la mesure, bien sûr, de... Donc, les familles de la postmodernité. Les familles de la postmodernité, elles ont recours à la PMA. Hein. Et donc, quelquefois, au don. Au don qui arrive dans un parcours pour le parent qui est un parcours qui n'est pas simple, qui est un parcours déjà où il a un parcours d'infertilité, un parcours où il a vécu cette première injustice, je voudrais avoir un enfant et je ne peux pas, il y a plein d'autres qui peuvent en avoir, et d'autres qui ne s'occupent pas bien de leur enfant et qui en ont beaucoup. Enfin, voilà, toute cette histoire d'injustice qui trimballe le parent qui traverse un parcours d'infertilité. Et puis, au départ, on va dans un processus de aide médicalement assistée, et puis quelquefois, on va partir sur un processus de don, qui est quelquefois, dans certaines situations, rédhibitoire pour les parents. Beaucoup de parents ne vont pas vers ce processus de don, mais certains passent le cap et se disent « je vais avoir accès à la force génétique de quelqu'un d'autre pour m'accompagner dans ça ». Et là, il y a quelquefois une asymétrie entre les parents, c'est-à-dire que dans le don, ce n'est pas toujours les deux parents qui ont besoin par rapport à leur force génétique de l'aide. C'est-à-dire que le don peut être un don d'ovule, ça peut être un don de sperme, ça peut être un don de ventre avec les gestations pour autrui. Hein. Donc, dans ces parentalités-là, il y a donc au niveau de la procréation, au niveau de la fécondation, au moins 3 protagonistes. Et je pense à une situation, et c'est d'eux que je voudrais vous parler, d'une famille où la maman porte donc ses enfants et il y a un don d'ovule par rapport à son âge. Et donc, c'est le papa qui a donné ses spermes, son compagnon. Donc, l'histoire, ce qui va être très important, c'est l'histoire qu'on va raconter et comment on la raconte. Cette histoire racontée, elle va être directement liée au sentiment de légitimité ou illégitimité, au sentiment de liberté ou de culpabilité des parents. Donc dans cette famille, ce qui va être important, je trouve, c'est de raconter l'histoire en fonction des âges des enfants. Il y a une erreur dans ce génogramme parce que les enfants sont jumeaux et donc c'est comme une petite cerise. Et donc, l'idée, c'est, au début, on va raconter cette histoire comme une petite abeille qui a pollinisé plusieurs fleurs pour que les fleurs aient des bébés fleurs. Il y a l'aide d'une petite abeille comme ça. Et plus tard, on va parler d'une dame qui est gentille, qui a pu donner son ovule. Et les enfants que je rencontre à différents moments vont essayer de construire pour eux aussi des représentations de cette histoire qui va être plus supportable pour eux. C'est une question liée quand même à l'expérience subjective de parents, comment ils se voient dans cette situation, comment ils perçoivent cette greffe et quelles sont les représentations qu'il va avoir de la filiation, l'histoire de l'origine, comment elle va pouvoir être racontée de manière intelligible aux enfants, chaque fois de manière différente. Et les loyautés parentales. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait un enfant aussi pour l'inscrire dans ma famille, mais j'ai fait un enfant qui n'a pas les gènes de ma famille. Est-ce qu'il est considéré comme un enfant de ma famille? Accompagner cette mise en récit, c'est une grande partie du travail. Le dernier, c'est les pluriparentalités. La pluriparentalité, c'est aussi les familles recomposées, mais là, je voudrais parler de la pluriparentalité dans les familles homoparentales. Et c'est le cas d'Axel, un petit garçon qui vient avec l'idée qu'il est insécure, c'est l'école qui appelle les parents. Et moi, ma première hypothèse, c'était c'est l'école qui ne comprend pas, que le père a un compagnon. En fait, pas du tout. Je me suis totalement trompée. L'école était très accueillante de cette réalité de l'enfant, mais la question était aussi des frontières familiales, de la définition de qui fait partie de la famille, cette idée
des liens de sang et du lien affiliatif. Ce couple n'est pas un couple, ils étaient amis et ils ont décidé de faire un bébé. On sait qu'on n'a pas besoin d'avoir des rapports sexuels pour faire des enfants aujourd'hui. Et ils ont décidé de faire ça avec l'aide d'une seringue, par les moyens qu'ils avaient, et ça a marché. Sauf que très vite, ce monsieur s'est mis en couple avec Paul, qui joue un rôle important dans la vie de petit Axel. Et c'est très compliqué pour la maman de répondre à ce qui est pour elle des ambiguïtés liées aux limites, à l'absence quelquefois de soutien par rapport à sa famille, mais aussi du soutien social pour penser cette réalité. Donc c'est une maman hétéronormée qui se retrouve en couple avec en coparentalité avec un couple homosexuel, et c'est pas facile pour elle. Et donc déconstruire ces modèles hétérosexuels, ce n'est pas toujours facile. Renforcer le rôle du parent hypofonctionnel, c'est-à-dire que donner peut-être une place, négocier avec elle cette place-là, ce qui est possible pour elle, ce qui est dur, difficile pour elle, et peut-être densifier un réseau social, amical et affiliatif pour valoriser cette question de l'affiliation et qu'on n'est pas un enfant que par rapport au lien de sang et qu'il y a une proximité possible avec des personnes ressources. Pour finir, je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit là, les quelques petits mots de la fin sont on doit prendre en compte les particularités des familles, on ne peut pas faire autrement. C'est important de reconnaître leur désir de famille, leur détermination à faire famille, leurs multiples efforts pour faire famille. C'est important aussi d'essayer de garantir cette légitimité de ces familles d'aujourd'hui, comment on les accompagne vers cette réalité qui est nouvelle, mais pas si nouvelle que ça quand même, à valoriser leurs compétences, à repérer leur propre représentation invalidante, comme dans la famille d'Axel par exemple, ou dans différentes familles, et impliquer l'entourage dans la mesure du possible. Quel est l'entourage qu'on peut activer, quelles sont les ressources de la famille, et construire toujours une continuité dans l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Donc, juste quelques bibliographies que vous devez avoir sans doute là. C'est des livres que j'utilise beaucoup quand je parle de ces questions-là. C'est souvent Salvatore d'Amore et à deux, et puis d'autres collègues. Et puis des livres que vous pouvez peut-être retrouver sur ces questions. Là, mon adresse mail n'est pas bonne. C'est Orange m'a lâché. C'est ividor@gmail.fr. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant et grâce à votre respect scrupuleux du temps de parole, on peut prendre le temps d'échanger avec la salle. Vous avez un petit micro, prenez le jaune, je crois qu'il fonctionne mieux que le noir. Voilà, lumière sur la salle, on regarde les éventuelles questions. Un monsieur se lève en haut au milieu. On va vous amener un micro, monsieur. Et merci à vous de vous être levé. C'est vrai que pour la captation vidéo, c'est très facilitant pour les techniciens. Donc, merci. Même règle qu'hier, votre prénom, où vous travaillez et votre question. Oui, bonjour, Bruno, toujours de l'AMO, quelque part dans le sud. Je ne sais pas si c'est une question, mais un témoignage, puisque madame a parlé des populations migrantes. En tout cas, ça m'a fait réagir parce qu'on est en 2024, en France, en Europe. Il y a des gens qui arrivent chez nous et on les vire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cyrulnik disait hier qu'il entendait de nouveau les bruits des bottes. Effectivement, ils sont là, ils sont déjà arrivés. Reggiani disait « Les loups sont rentrés dans Paris parce que les hommes avaient perdu le goût de vivre et le goût de la fraternité ». Et Pavot disait « Je suis dans le coin des gauchistes ». Alors on est là, on est même descendu d'un cran, on ne les laissera pas faire, qu'ils le sachent, quoi. Merci. Merci à vous. Bon, c'était effectivement pas une question. C'est toujours bon de se rappeler un peu de messages solidaires et internationaux là-dedans. Vous avez aussi insisté sur les
posture pro pour finalement accompagner au concret l'interculturalité. Je ne sais pas si vous voulez revenir un petit peu Non, là-dessus. je voulais parler du mot migrant parce que quand vous parlez, ça me fait penser à ça. C'est vrai que ce mot, j'utilise quand même beaucoup le mot migrant. J'aime ce mot et j'ai dit que je suis moi-même migrante. Alors quand je le dis, non mais pas toi. Oui, moi aussi. Et oui, la migration, c'est le déplacement d'un pays, d'un sujet de son pays d'origine vers un autre pays. Et on a une idée très erronée de la migration maintenant, parce que les médias, parce que aussi peut-être une orientation politique pour faire penser que les migrants sont des personnes qui sont toujours en train de vouloir prendre quelque chose d'un pays d'accueil. Les plus grandes migrations sont les migrations intercontinentales, intercontinent, intracontinental. Dans le même continent, les gens vont dans les pays qui sont à côté. Cette migration, elle est souvent, à mon sens, liée à quelque chose de relationnel aussi. C'est pas que financier. Plus j'entends les femmes de la Maison d'Ella, plus j'entends les personnes venues d'ailleurs que je rencontre à mon cabinet ou dans différents récits des collègues, plus je me dis, en fait, c'est un processus relationnel. Il y a quelque chose d'une violence intrafamiliale, d'un désarrimage, d'un sentiment de désappartenance qui va toucher certaines personnes et pas d'autres. Tout le monde ne migrera pas. Et il y a une détermination à migrer qu'on ne pourra pas infléchir. On pourrait mettre les murs qu'on veut, les barbelés qu'on veut. On ne pourra pas arrêter un mouvement qui est lié à la pulsion viatorique du sujet et à sa pulsion de vie. Merci. Alors apparemment, il y a une autre question de ce côté-ci. Oui, monsieur. Le micro chemine. Bonjour, Wilfried, AEMO renforcé, quelque part dans le sud-ouest. Décidément, c'est Quelque part vachement dans le déterminé, Tarn. la C'est géographie au mystérieux, sud de la Loire. c'est mystérieux. Oui, alors j'ai deux questions qui sont en fait des besoins de compréhension et d'éclaircissement. La première, c'est, je vais vous parler un peu de la période antique, et donc chez les Grecs anciens, il y a un mot qui, pour dire famille, c'est ikogénia. Ça veut dire la maison qui accueille les naissances. Génia va donner le mot génétique. Et la femme, igynéka, c'est celle qui porte la naissance. Et du coup, il était d'usage, en fait, à l'époque, qu'une femme puisse avoir des relations avec le vainqueur des Jeux Olympiques. Pas de souci. L'origine des enfants n'était pas une obsession pour les anciens. Et si je vous parle de ça, c'est pour comprendre un peu l'évolution de ce concept de famille par rapport à ce que dit Salvatore D'Amore. Voilà. Pourquoi il dit que c'est le lieu où on vit et que la naissance disparaît. Voilà la première question. La deuxième question, c'est lié à la pulsion que je ne connaissais pas. Et si vous pouvez dire quelque chose là-dessus, parce que pour moi, la migration, j'ai deux référentiels sur la migration. Le premier, c'est le mouvement pour tout être vivant qui permet de conserver la vie, l'adaptation. C'est-à-dire, ce serait plutôt, du côté de Freud, une sorte de pulsion d'autoconservation qui permet de se mettre en mouvement. C'est de l'autoconservation. Et la deuxième référence, c'est la zondienne scottienne, qui est justement le vecteur de contact qui permet de lâcher maman pour explorer un peu le monde. Et donc, vous parlez en fait de pulsion de voyage, et ça m'intéresse beaucoup si vous pouvez nous expliquer ce que c'est. Merci déjà pour cette information, parce que je ne connaissais pas le mot famille du grec antique. Je pense qu'il faudrait que je discute avec Salvatore pour voir le sens exact qu'il veut donner à cette phrase, mais pour moi, c'est l'idée du lien d'attachement, en fait, que c'est de nous amener à penser la famille plutôt du côté du lien d'attachement que du côté du lien du sang, qui quelquefois, je trouve, dans les situations qu'on accompagne de protection de l'enfance, peuvent être pour nous très compliqués de vouloir continuer à garantir ou maintenir, qui quelquefois empêchent les enfants de créer des liens d'attachement autres qui seraient quand même très profitables pour leur construction identitaire, psychique et leur développement. C'est l'idée de la famille, c'est le lieu où on vit, avec les personnes avec lesquelles on grandit, avec les personnes avec lesquelles on se développe et on se sent en sécurité, et quelquefois pas vraiment, mais on sent ça comme ça. L'autre question, c'est Balint qui parle de la pulsion viatorique.
Et la pulsion viatorique, c'est proposé par lui comme vous parlez de la pulsion de vie, en fait. La première dont vous parlez, c'est plutôt la pulsion de vie qui a été décrite par Freud. Balint vient après et il va parler de cette pulsion viatorique qui est celle qui s'ajoute à la pulsion de vie. Parce que dans la pulsion viatorique, il y a une énergie vitale très importante, on le voit. Quand on rencontre des gens qui ont fait des traversées improbables de l'impensable, on se dit, mais la pulsion de vie, elle est là, bien active. Et cette idée de c'est ailleurs, c'est dans ce déplacement-là, c'est de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté des montagnes, que je veux rencontrer quelque chose qui va m'enrichir et qui va me donner l'aisance pour vivre. Pas que l'aisance financière, je reviens sur cette question, pas qu'une histoire d'argent, mais une histoire aussi de place. Moi, j'ai dit souvent qu'il y a 3 impératifs pour la migration, c'est la reconnaissance, la place et la réussite. Donc, je pense que le migrant, il arrive avec cet impératif, avec ces 3 impératifs-là, et quelquefois, il n'a pas la possibilité de les déployer. Donc, pulsion vitale et pulsion viatorique se complètent, mais j'ai écrit des choses sur ça dans un texte avec Odile Révéron-Coulon qui s'appelle Le migrant et sa famille. On parle de la pulsion viatorique avec un peu plus de détails. Il est là, je crois, que ce livre. Donc, ça vous donnera une autre référence sur la migration. Merci beaucoup. Question très documentée et potentiellement utile à la veille des Jeux Olympiques. On a le temps d'une ultime question. Ah non, j'ai pas vu. Pardon, plusieurs autres questions en fait. J'avais pas trop vu la bonne. On ne vous voit pas, pardon. Allô ? Oui. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis chef de service dans un service éducatif d'AED à Paris. Et en fait, je voulais juste partager une réflexion par rapport à ce que disait Madame Dor. C'est qu'en fait, avant, il y a peut-être une 50aine d'années, on disait plutôt marâtre pour parler de la belle-mère, c'est-à-dire de l'épouse du père, la seconde épouse ou la suivante. Mais il y avait une connotation très péjorative. Et je me demande si ce n'était pas une tentative de réhabilitation de l'épouse, la seconde épouse du père, qui fait qu'il y a eu ce glissement sémantique. Voilà. Vers la belle-mère. Peut-être. Vers la belle-mère. Ouais, c'est possible. Merci. Merci. Bon, c'est vrai que vous avez bien montré qu'il y aurait une psycholinguistique à faire sur le terme de vos parents. Ouais. Autre question ou remarque ? Mais le beau-parent, c'est quand même celui qui n'est pas de la famille, ou celui dont je ne fais pas partie de la famille. Vous pouvez expliciter ? Ben oui, parce que le beau-père et la belle-mère, quand il s'agit des parents de votre compagnon, de votre compagne, ce n'est pas votre famille. Vous arrivez belle-fille. Alors peut-être qu'on dit beau pour que ça soit moins moche, pour qu'on aille avec un bon a priori. C'est quelquefois douteux, hein. Mais non, je m'entends très bien avec ma belle famille. Mais et beau père et belle-mère, quand il s'agit du conjoint de votre parent, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ça désigne quelque chose de l'extérieur. J'indique quelque chose de livre sur cette question du beau. Bon, c'est pas pour cette année, hein, ça sera l'année prochaine, mais très bien. Oui. Alors 2 questions en bas, une question en haut. Bonjour. On vous écoute. C'est pas obligé la vidéo. Merci. Moi j'ai une question, je travaille en protection de l'enfance comme beaucoup d'entre nous et on accueille beaucoup de familles venues d'ailleurs. La question qui se pose souvent c'est qu'est-ce qui est acceptable en termes de culture et qu'est-ce qui fait danger pour l'enfant ? À quel moment en fait on peut effectivement accueillir et accepter la culture et les différences et à quel moment on doit protéger l'enfant de quelque chose ? Et voilà, moi je suis vraiment passionnée par cette question d'interculturalité et d'accueil de l'autre, mais c'est une question qui revient régulièrement des familles venues d'ailleurs qui arrivent en protection de l'enfance pour des motifs discutables. Voilà, une petite question. Merci. pour moi, la règle, c'est la loi. Vraiment, je suis très basique.
La règle, c'est la loi. Non, on ne peut pas exciser son enfant ici. Non, on ne peut pas taper son enfant ici. Non, on ne peut pas violenter son enfant ici. Non, les règles sont... Après, il y a, pour toutes ces choses-là, c'est assez clair. Mais par exemple, il y a une maman africaine qu'on a accompagnée qui est à Guinée-Conakry, je crois, son pays d'origine. Et elle a expliqué que dans son pays, à partir du moment où les enfants commencent à manger la bouillie, c'est de la bouillie de céréales, et très souvent, les enfants sont constipés. Et ils font régulièrement des lavements au bébé. Nous, on ne fait pas ça. On est d'accord? On ne va pas signaler pour ça. Pour autant, on va essayer peut-être de travailler avec elle le fait que c'est peut-être plus intéressant de faire manger des légumes à cet enfant, que c'est peut-être... et pas la brusquer, parce que si on la brusque, elle va le faire sans qu'on le sache. Hein. Si elle nous a dit, c'est bien qu'elle est déjà dans une forme de doute et qu'elle s'interroge sur cette pratique. Donc c'est important qu'on puisse accueillir ça en disant, mais oui, mais c'est quand même intrusif pour l'enfant, oui, mais c'est quand même délicat pour l'enfant, c'est quand même difficile pour l'enfant. J'ai une maman africaine qui racontait aussi, un jour elle a amené son enfant à une kiné-respi. Vous avez déjà fait ça? Moi j'ai fait une fois et j'ai dit je ne peux plus revenir. J'ai dit à mon mari, c'est toi qui vas la prochaine fois, tu es le médecin ici entre nous, c'est toi. Et il a dit, mais plus jamais. Il était terrorisé. Rien contre, ça sauve des vies, les enfants sont mieux, enfin, ok. Mais quand cette maman qui fait des massages africains à son bébé, c'est-à-dire elle le tourne par le bras, elle le prend, elle le met sur le dos, c'est pas un truc chochotte, hein. Elle, quand elle voit ça, elle a dit, mais comment c'est possible que vous fassiez ça ici? C'est brutal. Et nous, on dit ça, c'est du soin. C'est nouveau, hein, parce que moi, j'ai jamais eu de kiné-respi. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu des kiné-respi quand vous étiez petit. C'est nouveau. C'est encore des nouvelles techniques de soins qui sont super, c'est très intéressant. Mais c'est l'idée, moi, ce qui est interdit, c'est basé sur la loi. Et les autres questions, elles vont pouvoir être négociées et travailler avec nous. L'idée, c'est qu'on soit dans une forme d'ouverture, qu'on se dise, on peut remettre en question aussi nos propres pratiques. Merci. Je crois qu'il y avait des questions en bas et en haut. Bon, on n'aura peut-être pas le temps de prendre tout le monde. Alors, on prend au-dessus, on prendra une en bas, après. Alors, en haut, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Leslie, je suis médecin en PMI dans le nord de la France. Bon, alors pour revenir une seconde sur la kiné-respi, ça fait plus partie des recommandations parce qu'effectivement, c'est très violent. Voilà, moi je voulais C'est juste... eux qui m'ont entendu. C'est surtout déremboursé, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi je voulais juste... C'est à mon avis plus Non, une question économique je sais que d'efficacité pédiatrique, me semble-t-il. Mais après, bon voilà, la discussion est ouverte. Enfin, c'était pas ça le sujet. Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on projette effectivement sur les familles. Alors moi, je travaille en ce moment avec mon interne sur l'alimentation. Et effectivement, on a des familles qui se ruinent en petits pots, blé chef, machin, parce que chez eux, on ne mange pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils faisons une cuisine familiale, mais on leur explique que... Enfin, en fait, je ne sais pas si on leur explique, mais en tout cas, ce qu'on leur projette, c'est en France, on commence par la carotte, ensuite on mange de la courgette, ensuite on mange... Et alors surtout, on ne mange pas de poisson séché. Sauf que le poisson séché, ça fait franchement partie de la culture de plein de gens. Ça coûte pas grand-chose. Et donc, voilà, moi, je leur explique que ce qui est important aussi, c'est que votre enfant, il mange comme vous. Il puisse manger quand vous allez à des fêtes, à des repas avec des amis, la même chose que vous. Donc, si vous commencez par un légume ou un fruit exotique, ça pose pas de problème, en fait. Mais vraiment, je pense qu'il faut faire très, très attention à ce que nous, on projette comme représentation de ce qui est... la vraie alimentation, quoi. Super. Ouais. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je pense à deux choses. Une anecdote personnelle et une dame. Je raconte l'histoire de cette dame qui est roumaine et qui, au CADA, les collègues ont vu son enfant prendre du poids, mais à vue d'œil, comme ça.
Et les collègues disaient, mais qu'est-ce qui se passe pour cette jeune, pour cet enfant, pourquoi elle prend du poids? Et donc la dame lui a expliqué qu'elle lui donne des croissants 3 fois par jour, parce que les croissants, c'est bon. Donc les croissants, oui, d'accord, mais de temps en temps, le week-end. Et l'idée que cette petite ait tous ses encas faits par des croissants, pour la mère, elle était en train de valoriser la culture française, la cuisine française. Les croissants, c'est bon, oui, c'est bon, mais ça peut être aussi un peu trop calorique. Et le deuxième, c'était moi, avec ma première fille, quand je vais à voir le médecin, enfin, c'était la pédiatre qui l'accompagnait. À un moment donné, vous donnez des fruits? Je dis oui, des mangues, des ananas. Oh, mais c'est des fruits exotiques. Ça dépend pour qui, hein. Au Brésil, les fruits exotiques, c'est la pomme. Le raisin, c'est hyper exotique pour nous. Merci à vous. J'en profite pour saluer, j'adore les accents et j'ai découvert l'accent de Bordeaux de Janeiro. Bravo. Merci beaucoup. Je vais devoir tenir le timing et réduire, je suis désolé, les 2 questions. Un grand merci à vous, Ividore. C'était passionnant de vous écouter. Merci. On pourra parler au moment de la signature. Merci. Merci beaucoup. Quelques dessins, Thibaut? Oui, alors, les dessins de Pavot et 2 informations ensuite. Pavot, à toi. Ok. Alors oui, bonjour, ravi d'être avec vous tous pour cette 2e journée. Alors merci à Madame Ividore pour son intervention. Je trouve ça très très intelligent d'avoir titré son allocution le Tetris des familles contemporaines, des parentalités contemporaines. Je trouve ça vraiment génial comme idée, parce que c'est vrai qu'on est tous différents, on essaie de s'assembler pour faire du collectif, enfin bref, je me suis dit, mais comment ne pas y avoir pensé plus tôt? Du coup, je suis un peu resté sur le sujet. Et puis, tant qu'à faire, j'ai creusé le sillon. Hein. Voilà. Je rebondis aussi sur cette anecdote de l'allaitement surveillé, là, dont vous nous parliez. Et puis, voilà, pour finir, j'ai envie de dessiner un beau-père, puisque j'en suis un moi-même. Allez, je vous remercie, à tout à l'heure. Merci à toi, Pavot.